Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au tournant des années 1930, l'astronome américain Edwin Hubble s'est penché sur ce qu'il appelait à l'époque des nébuleuses extragalactiques, et qu'on sait dorénavant être simplement d'autres galaxies. Il a calculé leur distance et leur vitesse radiale en étudiant leur décalage vers le rouge. On sait aujourd'hui que ces calculs étaient largement à côté de la plaque. Il a notamment sous-évalué les distances d'un facteur 7. Et pourtant, les travaux de Hubble ont mis en évidence une relation entre les deux grandeurs étudiées qui reste valide en 2023. Plus une galaxie est loin de nous, plus elle s'éloigne rapidement de nous. Le seul moyen d'expliquer cette observation, c'est d'accepter que l'univers est en expansion. Voilà presque un siècle, Edwin Hubble a ainsi amorcé une des révolutions cosmologiques les plus importantes de la discipline. Suite à sa découverte, l'astronome américain a naturellement voulu savoir à quelle vitesse l'univers grandit. Il a donc simplement établi un rapport entre distance et vitesse d'éloignement des galaxies. Ce rapport, qu'on note aujourd'hui H0, est nommé en son honneur, la constante de Hubble. Un siècle après sa découverte, elle est cependant au cœur de discussions houleuses. Bien qu'elle soit, comme son nom l'indique, censée être constante, il est impossible d'établir exactement sa valeur. Deux méthodes de mesure donnent lieu à deux résultats différents. Et certains commencent à penser que dans cette différence pourrait résider la prochaine grande révolution de la cosmologie. Lorsqu'Edwin Hubble établit pour la première fois sa constante, il la calcule à 500 km par seconde par mégaparsec. Il faut ainsi comprendre qu'une galaxie éloignée d'un mégaparsec, soit 3 260 000 années-lumière, s'éloigne de nous à la vitesse de 500 km par seconde. Cette relation est vraie pour toutes les galaxies. Il suffit de multiplier leur distance par la constante de Hubble et on peut estimer leur vitesse d'éloignement actuelle. Si le principe de base est le bon, il faut se rappeler qu'Hubble s'est largement trompé dans sa première estimation. Au cours des 100 dernières années, la constante de Hubble a ainsi été révisée à la baisse. Elle est aujourd'hui estimée autour de 70 km par seconde par mégaparsec. Si je vous donne pas de chiffres plus précis, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin si, il y en a en fait deux, calculés de deux manières différentes et en désaccord l'un avec l'autre, ce qui est assez dérangeant quand on parle d'une constante. La méthode utilisée par Edwin Hubble a été raffinée à l'extrême. Elle consiste à établir la distance d'un objet et sa vitesse d'éloignement par rapport à nous. La vitesse d'éloignement est calculée à partir du décalage vers le rouge de l'astre en question. La lumière qui se propage à partir d'un astre, en train de s'éloigner de l'observateur, est étirée, un peu comme le son d'une sirène d'ambulance qui se déforme après qu'elle soit passée au plus près de nous. En mesurant cet étirement, on peut savoir à quelle vitesse l'objet s'éloigne. Il reste donc à trouver sa distance, ce qui est plus complexe. La mesure des distances dans l'univers est un véritable problème. Comment savoir si un simple point de lumière est situé à 1000 ou à 100 000 années-lumière ? L'une des solutions les plus efficaces nous vient des chandelles standards. Il existe quelques astres et phénomènes dans l'univers dont on connaît la luminosité absolue. C'est le cas par exemple des étoiles variables céphéides et des supernovas de type 1A. Prenons le cas de ces dernières. Une supernova de type 1A se produit lorsqu'une naine blanche subtilise suffisamment de matière à une étoile compagnon. Elle finit par devenir instable et produit une gigantesque explosion thermonucléaire. Le phénomène se produit toujours avec la même intensité. L'explosion en question a donc toujours la même luminosité absolue. En comparant cette luminosité absolue à celle qu'on observe, la luminosité apparente, on peut déduire la distance de l'objet. Manque alors une petite mesure de décalage vers le rouge de la galaxie hôte pour établir le H0. En utilisant cette technique, on parvient à une mesure de 74 km par seconde par mégaparsec. Edwin Hubble serait fier. Seulement, on a trouvé depuis une autre méthode pour mesurer le taux d'expansion de l'univers. Elle s'appuie sur le fond diffus cosmologique, le fossile de la première lueur de l'univers. Quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, la lumière a pu commencer à circuler.
L'univers était alors très chaud et dense et il produisait donc beaucoup de lumière. Ces photons primordiaux continuent de voyager aujourd'hui. On peut les détecter extrêmement décalés vers le rouge en regardant dans toutes les directions du ciel. Il est ainsi possible de dresser une sorte de carte de l'univers primordial. L'Observatoire européen Planck a fourni les données les plus détaillées. Elle nous montre que l'univers primordial n'était pas complètement homogène. Il possédait des régions légèrement plus chaudes et denses que d'autres. Cette différence de densité se retrouve dans l'univers récent. À grande échelle, on observe que les amas de galaxies sont organisés le long de nœuds et de filaments, entrecoupés de zones de vide relatifs. Pour comprendre comment l'univers est passé de l'état dans lequel il nous apparaît avec le fond diffus cosmologique à l'état dans lequel il nous apparaît récemment, on peut utiliser des modèles. Le plus admis d'entre eux s'appelle le modèle lambda CDM. C'est en gros une synthèse des connaissances actuelles de la physique. Ce modèle permet de calculer plusieurs valeurs, dont la constante de Hubble. Quand on utilise cette méthode, on parvient à un H0 égal à 67,4 km/s par mégaparsec. Cette estimation est considérée comme très solide, et pourtant elle est en désaccord d'environ 10% avec la valeur estimée grâce aux chandelles standards. Les deux méthodes ont fait l'objet de centaines de calculs, et bénéficient sans cesse de nouvelles observations. Il y a encore 20 ans, on pouvait penser à une simple imprécision. Les marges d'erreur des deux méthodes se superposaient. Mais vers le début des années 2010, les mesures ont commencé à diverger de manière significative, pour aujourd'hui former deux estimations distinctes dont les marges d'erreur ne se superposent plus. C'est ce désaccord qu'on nomme aujourd'hui la tension de Hubble. Il faut noter qu'une troisième méthode pour estimer H0 est en train d'émerger. Elle est basée sur les ondes gravitationnelles et permet de déterminer de nouvelles chandelles standards, ou plutôt des sirènes standards comme les astrophysiciens se plaisent à les appeler. Cette méthode est encore à ses balbutiements, mais elle a déjà permis de faire une première estimation à 70 km/s par mégaparsec, pile poil entre les deux autres méthodes. Pour résoudre la tension de Hubble, il existe plusieurs solutions. La première serait de réviser les observations basées sur les chandelles standards. Il y a peut-être une erreur quelque part qui fausse la plupart des observations. La manière dont on modélise ces chandelles est peut-être légèrement erronée. C'est la piste de recherche privilégiée même si pour le moment elle ne donne rien. Récemment, James Webb est venu confirmer la manière dont on calcule la distance des céphéides. Il appuie ainsi les mesures pointant vers une constante de Hubble à 74 km/s par mégaparsec. D'un autre côté, les mesures de Planck ou leur interprétation pourraient également être remises en question, avec peut-être l'opportunité de ramener l'estimation inférieure vers le haut. Un nouvel observatoire pour la cartographie du fond diffus cosmologique pourra éventuellement lever le doute. Une autre solution, plus audacieuse, consisterait à revoir certains paramètres du modèle lambda CDM, ce qui revient plus ou moins à revoir certains paramètres de la physique fondamentale. C'est une piste qui est de plus en plus étudiée. Le lambda de lambda CDM désigne l'énergie noire, et pour certains astrophysiciens, c'est vers elle qu'il faut aller chercher des réponses. Le modèle standard admet comme son nom l'indique sa présence, mais sa densité reste la même au cours du temps. C'est une énergie noire dite statique. Une des solutions théoriques à la tension de Hubble serait d'admettre une énergie noire dynamique, dont l'influence changerait en fonction des époques, voire des régions de l'univers. Nous sommes tellement ignorants au sujet de l'énergie noire que presque toutes les hypothèses peuvent être défendues. Le CDM de lambda CDM est pour sa part le sigle de Cold Dark Matter, matière noire froide. Cette dernière représente un autre pilier de la cosmologie moderne. Là aussi, on retrouve des hypothèses qui proposent des modèles de matière noire alternatifs pouvant expliquer la tension de Hubble. L'une d'entre elles explore la possibilité que la matière noire soit instable et se dégrade en émettant un rayonnement au cours du temps. Une telle matière noire aurait influencé l'histoire de l'expansion de l'univers, suffisamment pour que les mesures basées sur le fond diffus cosmologique et les mesures de H0 dans l'univers récent divergent.
Parmi les autres solutions théoriques à la tension de Hubble, on trouve des champs magnétiques primordiaux, des neutrinos interagissant entre eux, ou une éventuelle interaction entre matière noire et énergie noire. C'est un peu la pagaille. Cette effervescence de créativité est compréhensible. Ces dernières années, une liste croissante d'observations est venue mettre au défi le modèle lambda CDM. On pense aux galaxies primordiales trop massives de James Webb, dont on vous a déjà parlé, ou à d'autres observations qui mériteraient leur propre dossier de l'espace, comme la tension S8, l'anomalie Alens, ou la tension Oméga K. Le modèle standard de la cosmologie reste solide. Il est incroyablement efficace pour expliquer les propriétés observées de l'univers. Il souffre cependant de petites fissures qui pourraient aussi bien être de simples erreurs d'observation ou d'interprétation que la porte ouverte vers une révolution complète de la physique. Évidemment, on peut comprendre que certains chercheurs souhaitent secrètement que ce soit la deuxième option qui l'emporte. Qui ne voudrait pas revivre l'effervescence intellectuelle qui a fait vibrer la physique au début du XXe siècle ? Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 24 septembre à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.